Au Niger, le président Mohamed Bazoum, toujours retenu par les putschistes, désormais soutenu par l'armée, l'Union européenne condamne ce coup d'État. Après plusieurs semaines de surchauffe sur la planète, les Nations Unies appellent à des actions radicales pour contrer le changement climatique. La Banque centrale européenne a relevé son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis mai 2001. Scène de liesse à Niamey, la capitale du Niger, où des manifestants sont venus soutenir les putschistes. Le président du pays, Mohamed Bazoum, est toujours retenu par des militaires qui ont justifié leur coup d'État en dénonçant la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. La junte, qui rassemble tous les corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police, a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes et instauré un couvre-feu de 22 h à 5 h du matin. Par la voix de la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, l'UE a fermement condamné ce coup d'État et appelé à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. He reiterated EU's full support and our conviction that Niger is an essential part of the European Union in the Sahel, partner of the European Union in the Sahel, whose destabilization would not serve the interest of anyone in the country, the region or beyond. Le Niger est le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'État depuis 2020, après le Mali et le Burkina Faso. La région est minée par des attaques djihadistes. Après plusieurs semaines de surchauffe sur la planète, les Nations Unies appellent à des actions radicales. Depuis le siège de l'ONU à New York, le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Le mois de juillet devrait être le plus chaud jamais enregistré. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Cette prise de parole intervient à la veille du sommet des ministres de l'environnement du G20, dont les membres sont appelés à réduire plus rapidement leurs émissions et à aider financièrement les pays pauvres impactés par le changement climatique. July 2023 is set to be a record breaker as the hottest month on record, possibly the warmest in human history. A few of the highs that have been set this month, we had 52.9 degrees Celsius in China, 48.2 degrees Celsius in Sardinia, 39.6 degrees at night in Algeria, and sea temperatures of 37.2 degrees in Florida. Now, we have been building up to this for some time. If we have a look at this graphic, then the black line shows daily global surface temperatures this year since January, and it's above average all year, building up to the peak that you see there in July. Now, this new all-time record is actually the culmination of the heat waves we've seen on land and also in the oceans. Here's Samantha Burgess from the Copernicus Climate Change Service. So all of this additional warm air and warm surface water is kind of feeding back on each other. So we're seeing record temperatures warmer than we've ever seen before. You may have heard that 2023 will be warmer because the El Niño phenomenon is back in the Pacific, part of a natural cycle on our planet. But scientists say it's actually too early for that. It's not El Niño yet. So the expectation is that with the El Niño developing right now, we will get warmer temperatures to come. And the expectation is that the temperatures for 2024 may be even warmer still. Indeed, the seasonal forecast for the rest of the year does show continued above-average temperatures over land. So what can we do? Well, world leaders will have to act quickly at the G20 and COP28 summits in order to slash emissions of CO2 and methane into the atmosphere as soon as possible. Doing so will slow down the rate of warming, but there's no instant remedy. The heat and the weather extremes that we have been experiencing are with us for decades to come.
Parmi les pays de la Méditerranée qui luttent contre les incendies, la Grèce est particulièrement touchée, notamment dans ses îles touristiques de Rhodes et Corfou, ainsi que depuis mercredi en Thessalie dans le centre-est du pays. Au total, les feux de forêt ont causé la mort de 4 personnes en Grèce. En Italie, les incendies ont fait au moins 3 morts en Sicile, où l'état de crise a été décrété. Selon les autorités italiennes, ces feux incontrôlables ont déjà détruit 700 hectares de végétation, de nombreuses maisons et une partie des réseaux électriques et hydrauliques. L'Algérie reste à ce jour le pays le plus durement frappé au plan humain, avec au moins 34 décès dus aux incendies. Chaque été, des pays du pourtour méditerranéen sont frappés par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique, entraînant sécheresse et canicule. La Banque centrale européenne poursuit le durcissement de sa politique monétaire avec une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs. Le taux d'intérêt de référence est à son plus haut niveau depuis mai 2001. Avec cette décision, l'institution européenne entend contrer l'inflation qui reste trop élevée en zone euro. Upside risks to inflation include potential renewed upward pressures on the costs of energy and food, also related to Russia's unilateral withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Adverse weather conditions, in light of the unfolding climate crisis, may push up food prices by more than projected. En zone euro, l'inflation est en recul à 5,5% sur un an en juin, mais cela reste bien supérieur à l'objectif de 2%. Après 9 hausses successives, la BCE a laissé entendre qu'elle pourrait faire une pause. L'augmentation des taux commence à peser sur l'activité économique de la zone euro. Vladimir Poutine a ouvert à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique auquel participent les délégations d'une quarantaine de pays africains dont 17 chefs d'État. En préambule, le président russe a promis des livraisons de céréales gratuites à 6 pays africains dans les mois qui viennent pour dissiper les inquiétudes depuis que Moscou a mis fin à l'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le Kremlin multiplie les efforts pour sortir de l'isolement international. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu en Corée du Nord, où il a rencontré le leader Kim Jong-un, qui lui a présenté ses nouvelles armes, dont plusieurs missiles intercontinentaux. Par ailleurs, à New York, l'ONU a fait part de sa préoccupation concernant la sécurité de la communauté religieuse ukrainienne sur la ligne de front. Des remarques qui font suite à un bombardement qui a touché la cathédrale de la Transfiguration à Odessa. Le Kremlin a démenti avoir ciblé l'édifice et assure que les destructions ont été provoquées par des missiles anti-aériens ukrainiens. La sabreuse ukrainienne Olga Karlan a été disqualifiée jeudi aux mondiaux d'escrime. La jeune athlète a refusé de serrer la main de son adversaire russe après l'avoir battu. La fédération d'escrime ukrainienne a annoncé avoir protesté contre cette décision et espère sa réintégration. Olga Karlan avait accepté cet affrontement sportif contre Anna Smirnova avec l'accord des autorités de Kiev. L'Ukraine semble s'éloigner d'un boycott des Jeux de Paris en cas de participation des Russes ou des Bélarusses sous bannière neutre. Alors que la Coupe du Monde féminine est en cours, les problèmes de genre dans le sport persistent. Malgré des avancées dans les droits des athlètes féminines, l'inégalité des salaires reste un défi majeur à relever. On est dans des inégalités salariales qui sont énormes. Le salaire moyen d'une joueuse de WNBA était 110 fois moins élevé qu'un collègue masculin de NBA. Voilà, on a un petit aperçu des inégalités. From the players that we surveyed, which were 362 players across 6 continents across the world, who played in the World Cup qualification pathways for the World Cup 2023, there were huge disparities within the wages that players received to compete for their national team. 29% of players were not paid at all for this competition.
And that meant that 66% of players had to take unpaid leave or vacation from another form of occupation in order to compete in the World Cup qualifiers. Mais les inégalités dans le monde du sport ne se limitent pas seulement aux revenus. Les conditions d'entraînement des joueuses nécessitent également des améliorations. Nous, les femmes, on récolte souvent les miettes qui restent chez les garçons. Tous les équipements qui restent chez les garçons et qui sont par exemple trop grands ou trop petits chez les garçons, bah, c'est ce que nous, on va récupérer. Donc typiquement, moi j'ai des copines qui jouaient au FC Nantes il y a pas si longtemps que ça et qui récupéraient les chaussettes en taille 43 qui restaient chez les garçons. Une discrimination qui se manifeste aussi au travers d'une disparité dans l'attention médiatique réservée au sport féminin. On est quand même face à des inégalités énormes entre la diffusion du sport au féminin et du sport au masculin, alors qu'on voit qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un intérêt des téléspectateurs et des téléspectatrices et que quand les chaînes finalement diffusent et prennent ce risque financier et aussi en termes d'audience, elles ont des résultats. Et la discrimination publique commence dans la sphère privée avec des préjugés, des stéréotypes et des propos sexistes. J'ai été témoin de la misogynie ambiante qui règne dans ce milieu. On gagne que 3-0 à la mi-temps. Celui qui nous entraîne est extrêmement mécontent de ce score et finit par nous menacer clairement de viol en fait. Et il nous regarde comme ça une à une en nous désignant du doigt et il nous dit vous voulez faire les salopes avec moi, je vais toutes vous baiser une par une.